donc en présentant d'abord, comme on le fait toujours, l'intervenant, Cédric Villani. Je ne sais pas s'il est possible de présenter Cédric Villani en moins de 3 minutes, mais je vais essayer de le faire quand même à ma façon. Donc, le thème de cette matinale du Club des Vigilants, c'est science et politique, un mariage impossible, point d'interrogation. Et à ce titre, évidemment, scientifique et politique, Cédric Villani semblait la personne la plus susceptible de pouvoir nous guider dans cette problématique. Alors, Cédric Villani, scientifique mondialement connu, depuis qu'il a été lauréat de la médaille Fields en 2010, ça fait déjà quelques temps. Et quelqu'un qui aime avant tout partager ses expériences. Donc, il a raconté son histoire de la quête de la médaille à travers Théorème vivant en 2012, un livre qui est décrit par ceux qui l'ont lu comme un vrai bouquin d'aventure. Avec Carole Beffa, je pense que Cédric fait partie de ces gens qui sont des passeurs, comme Carole. D'ailleurs, Carole Beffa, musicien, compositeur, il a écrit un livre magnifique qui s'appelle Les coulisses de la création, une sorte de dialogue entre eux qui échangent leur façon à eux d'organiser leur journée, la façon de penser, de créer, de réfléchir, d'avancer. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, après avoir pendant quand même presque 10 ans dirigé l'Institut de recherche mathématique Poincaré, évidemment Henri Poincaré, nous sommes d'accord. Eh bien, en 2017, Cédric Villani, on ne sait pas quel diable ça saisit, a plongé dans la politique, je dis bien plongé, et en a tiré un livre d'ailleurs qu'il a appelé Immersion, publié il y a 2 ans. Aujourd'hui, Cédric Villani, en tant que député, est président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, qui est un office qui regroupe à la fois des sénateurs, des députés. Et en 2018, il a été l'auteur assez, disons que c'est comme ça qu'en France, on l'a plus connu sans doute, du rapport sur l'intelligence artificielle commandé à l'époque par le Premier ministre. Et on va lancer l'intervention de Cédric Villani autour de 3 grandes questions. Et ensuite, on pourra échanger, on va dire, à la façon un peu bancale du webinaire. Donc, les 3 questions, c'est vraiment du point de vue du scientifique qui tourne comme ça dans l'Assemblée nationale, on va dire, quelles sont les différences les plus marquantes entre l'univers des sciences et celui de la ou du politique. Gardons le féminin, le masculin, je ne sais pas trop. Donc, qu'est-ce qui a vraiment, et presque été choquant d'ailleurs, de ce point de vue-là, en termes d'ambiance, de façon de faire, de que sais-je. Est-ce que la démarche scientifique et la démarche politique sont compatibles, finalement? Étienne Klein a écrit récemment un bouquin, enfin, beaucoup écrivent sur ce que c'est que la démarche scientifique et essayent d'écrire, parce qu'on n'en parle finalement pas tant que ça. Et la politique à court terme, la science à plus long terme, sont-elles compatibles? Et surtout, du point de vue d'un scientifique politique, la science peut-elle apporter quelque chose à la politique et quoi? Voilà, Cédric, la parole est au scientifique politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne, pour cette introduction sur un thème qui me passionne. Je vais faire un petit propos liminaire, chers amis, avant qu'on puisse se lancer dans les questions-réponses. Je vais commencer par éclairer un petit peu par rapport à la question qu'évoquait Anne Beaufumé il y a quelques instants. Qu'est-ce qui a fait que je me suis lancé en politique? La réponse est qu'il y avait un facteur contingent lié au contexte très particulier de ce moment-là, mais qu'il y avait aussi une tendance de fond dans laquelle j'étais engagé depuis longtemps. Le contexte très particulier, c'était celui de l'élection présidentielle 2017, l'arrivée de En Marche qui promettait une association très forte entre la société civile et le monde politique. Comme je l'ai raconté dans Immersion, même avec toute la sympathie et le soutien que j'apportais au mouvement En Marche à cette époque-là, je n'avais pas prévu de me lancer pour les législatives. C'est une fausse rumeur, une fake news ou ce que vous voulez, qui de fil en aiguille a fait que je me suis lancé. Je fais partie de ceux qui ont découvert dans la presse qu'ils étaient candidats, alors que ce n'était pas le cas, bien sûr. Et c'était un mouvement qui promouvait de façon très forte non seulement la société civile, mais aussi l'Europe. Et c'était un sujet sur lequel j'étais engagé et militant depuis bien des années. Donc le mouvement a beaucoup plus de fond.
c'est que dès l'arrivée de la médaille Fields, et même avant, j'ai été très engagé dans tout ce qui concerne le rapprochement des sciences avec la société et toutes les composantes de la société. J'ai été président d'association, j'ai été fondateur de Ciné-Club, j'ai été directeur d'institut, comme l'a rappelé Anne, l'Institut Henri Poincaré. Dans l'Institut Henri Poincaré, j'avais développé de façon importante l'animation de l'interface avec le public. J'ai aussi été vice-président d'un think tank fédéraliste européen, Europa Nova, depuis 2010. Et j'ai été membre du premier et du second conseil scientifique de la Commission européenne. J'ai été membre d'un certain nombre de conseils scientifiques de grandes entreprises ou d'institutions variées. J'ai écrit ces ouvrages qu'évoquait Anne. Donc, il y avait un contexte d'ouverture de la science à la société dans lequel j'étais extrêmement engagé, comme d'autres avant moi. Des gens comme Henri Cartan relativement récemment, ou bien auparavant, des gens comme Émile Borel, ou encore plus auparavant comme Gaspard Monge, qui avaient une carrière duale de scientifique et de politique. Ce qui n'était pas prévu, c'est que ce soit à l'occasion d'une élection législative nationale. J'avais toujours eu en tête que le jour où je me lancerais, ce serait pour un poste au Parlement européen. Finalement, le contexte particulier de 2017 a fait que je me suis retrouvé au Parlement français. Alors, un scientifique reconnu qui arrive dans la politique, c'est un profil qui n'était pas rare à une époque en France. Il y a de nombreux exemples dans notre histoire, mais c'est un profil qui est devenu rare, voire très rare. Et on peut se dire, c'est vraiment important qu'il y ait des scientifiques en politique parce qu'il y a tellement de décisions importantes d'arbitrage que la science doit faire, que la politique doit faire, qui se base sur de la science. L'une des politiques de la société civile les plus influentes du moment, Greta Thunberg, ne répète pas autre chose. Son leitmotiv, c'est écouter les scientifiques, écouter les scientifiques, écouter les scientifiques. Et que ce soit sur les sujets climatiques ou sur le sujet de la biodiversité ou sur les sujets de gestion de l'énergie ou sur les sujets de gestion des conflits ou sur les sujets de gestion du numérique, partout il y a des arbitrages à faire scientifico-politiques dans lesquels la part de science et la part interdisciplinaire de science est considérable. Et donc ça paraît naturel et une bonne idée de renforcer le scientifique en politique. Et ça ne va pas de soi. Toutes les institutions de conseil du scientifique au politique en France, à commencer par le Conseil stratégique de la recherche, qui est censé conseiller le gouvernement, fonctionnent mal, voire très très mal. Et par exemple, le Conseil stratégique de la recherche ne fonctionne pas du tout. Quand on est dedans, dans le bain en tant que politique, on se rend compte d'autant mieux à la fois pourquoi on en a besoin et pourquoi c'est si difficile. Et par rapport aux questions que me posait Anne, quelles sont les grandes difficultés, les grandes différences, ce qui peut être rageant, ce qui peut être scandaleux sur la différence entre le monde scientifique et le monde politique, je vais citer 2-3 différences majeures. La première différence majeure, c'est la temporalité. Quand vous êtes scientifique, vous êtes un scientifique en recherche, vous vous lancez dans une aventure avec des échéances qui sont à moyen terme, voire à très long terme. Récemment, je relisais le dossier d'un de mes collègues et une collaboration, comme mes collègues mathématiciens, une collaboration qu'il avait faite avec un célèbre médailliste Fields, Jean Bourgain. Jean Bourgain qui était l'un des analystes les plus puissants du XXe siècle. Et sur le problème en particulier, sur lequel j'étais amené à émettre une recommandation, Bourgain, ayant pris connaissance du problème à travers un exposé, s'était dit « je vais pouvoir le résoudre en quelques heures ». Et finalement, il s'est retrouvé dans une collaboration scientifique qui a duré 15 ans. Moi-même, je me suis lancé dans une moindre échelle, je me suis lancé à travers Théorème vivant, qu'évoquait Anne tout à l'heure, dans une recherche sur la physique du plasma. Je pensais qu'en quelques mois, l'affaire serait pliée. Ça m'a demandé 2 ans et demi. Ça menait à la médaille Fields à la fin. On se lance sans contraintes temporelles ou avec des contraintes temporelles très lâches en recherche. Et une fois que vous êtes lancé, vous pouvez passer des journées entières, des semaines entières, des mois entiers sur votre sujet dans une immersion complète, c'est le cas de le dire. Ou pour encore un autre exemple, mon bouquin mathématique qui a eu le plus grand impact peut-être, qui s'appelle Optimal Transport Old and New, un bouquin d'un petit millier de pages. Je me suis lancé dedans, c'est censé être des cours, des notes de cours, et je m'étais dit ça fera 150 pages max. À la fin, c'était 1000 pages, et au lieu que j'y passe 6 mois, ça m'avait pris, je ne sais plus, 2 ans, encore peut-être 2 ans et demi. Donc, cette ambiance scientifique dans laquelle le temps n'est pas un problème, vous avez tout le temps que vous voulez pour vous consacrer à vos recherches, et parfois il faut 10 ans, et c'est comme ça, est à l'opposé de la temporalité que vous ressentez dans le monde politique, où vous avez des échéances pour quelques mois,
quelques semaines, parfois c'est quelques heures, parfois on vous demande une réaction dans la minute et vous êtes tout sans arrêt dans la prise d'informations 10 fois, 100 fois par jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'évolution? Tel scandale qui est là, telle demande de réaction. Quand votre équipe vous dit là, il y a le scandale depuis 1 heure, il faut absolument faire un tweet et ainsi de suite. Cette pression que vous avez sans arrêt de l'immédiateté est une difficulté majeure de différence entre la science et le politique. Et derrière l'immédiateté, aussi, la complexité de l'emploi du temps du politique est quelque chose qui est juste inouï. Tant qu'on n'est pas dans le bain, on ne se représente pas. C'est le sujet majeur quand vous démarrez en politique, je dirais. Le premier choc, c'est la complexité de cet emploi du temps où il faut être à plein d'endroits à la fois, où il faut rendre des comptes à tout le monde à la fois, où vous devez vous démultiplier. Je l'ai dit dans mon ouvrage Immersion, le premier choc, c'est juste comprendre l'emploi du temps. Qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut être, à quel moment et comment préparer tout cela à la fois. Et j'en discutais tout à l'heure j'en discutais il y a quelques jours avec une vieille briscarde de la politique, la sénatrice Catherine Procaccia, qui est membre comme moi de l'Office parlementaire scientifique que je préside. Elle m'a dit la même chose. Quand je suis devenue sénatrice, la première chose qui m'a juste stupéfait, c'était la complexité de l'emploi du temps. C'est à des années-lumière de l'imagerie populaire du politique, occupé à faire on ne sait pas quoi, désertant l'hémicycle qui est toujours vide, flânant, ne faisant rien, procrastinant pendant que les décisions importantes devraient être prises. Bien sûr, le politique est souvent en retard, mais ce n'est pas par cause d'emploi du temps vide, c'est parfois souvent au contraire par cause d'emploi du temps beaucoup trop plein et beaucoup trop complexe. Et des fois, la difficulté consiste précisément à arriver à se dégager de ses obligations pour prendre du recul et approfondir les sujets. Qui dit un emploi du temps trop complexe où vous êtes sans cesse obligé de réagir, donner votre avis, dit que vous avez spontanément pas le temps de travailler vos sujets en profondeur. Et une des principales leçons que j'ai tirées aussi, c'est l'importance pour le politique de pouvoir prendre le temps, se dégager de ses obligations pour approfondir et approfondir encore. Un autre point, autre différence majeure sur laquelle j'insisterai, c'est le rapport à la discussion, le rapport au débat. Débat politique et naturel, on sait très bien entre collègues combien on peut avoir des opinions tranchées sur certaines choses et des façons très passionnelles de voir les choses. Oui, mais en public, les choses dans le cadre scientifique seront souvent feutrées, très polies, très humbles. On le voit je le vois encore dans les réunions, par exemple, où on discute de l'attribution de prix à tel ou tel collègue, toutes les précautions prises par les uns et les autres. Voilà, je défends mon candidat, je défends tel candidat qui fait ceci. Bien sûr, les autres candidats sont excellents. Bien sûr, il y a ceci, attention, il faut être... Et toutes les pincettes qu'on peut prendre. Dans le débat politique, c'est l'attaque permanente et vous n'allez pas prendre des nuances. Il vous faut distinguer ce pourquoi vous êtes pour, dégommer ce contre quoi vous êtes. Et le débat est sans arrêt inflammable, sans arrêt monté en sauce. Et la prise de polémique est quasi permanente. Là aussi, une façon qui peut faire frémir le scientifique et qui peut parfois le faire fuir. Combien de fois ça m'est arrivé en début de carrière de ne pas me méfier, de dire dans une interview, dire telle ou telle opinion nuancée et de me retrouver après avec un gros titre qui parfois disait le contraire de l'esprit de mon interview ou un détournement ou une agression en règle sur les réseaux sociaux. Et ça fait partie du jeu politique et on apprend à s'en détacher, à le prendre comme affaire courante, à se faire insulter absolument chaque jour sans aucune exception sur les réseaux sociaux. Et c'est une telle différence par rapport au monde scientifique, dans le rapport aux collègues et dans le rapport à l'opinion publique, que évidemment c'est quelque chose qui fait spontanément, qui peut être un repoussoir et parfois un choc. Et quelque chose qui est à apprivoiser avant de se lancer dans une carrière scientifico-politique. La dernière difficulté que j'évoquerai, je vous ai parlé en premier de cette question d'emploi du temps et de rapport au temps, en deuxième de cette question de rapport au débat, de rapport à la polémique. D'ailleurs, on a vu, par rapport à ce sujet, on a vu à l'occasion du Covid à quel point toutes les polémiques ont pu s'exacerber et se transformer de débat scientifique normal et sain en une polémique absolument malsaine dans laquelle chacun donne son avis, dans laquelle les proportions et les nuances ne sont pas du tout respectées.
La troisième chose sur laquelle j'insisterai, c'est la question de la science dans son instrumentalisation. Quand vous êtes dans l'extérieur, vous pouvez vous dire, voilà, sur tel sujet, il y a une façon scientifique de voir les choses et une façon qui n'est pas scientifique. Et le rôle du scientifique est d'informer, de donner les arguments pour que le politique puisse prendre la décision. Quand vous êtes dans le jeu du débat politique, vous voyez que ce n'est pas comme ça et que tous les camps invoquent la science et considèrent que c'est eux seuls qui sont dans la vérité scientifique, argument à l'appui, et que tout le reste, c'est de l'obscurantisme. Et vous retrouvez dans les débats où la science est prise de tous les côtés. Vous êtes dans une question d'agriculture, il y a les partisans de la réduction des pesticides qui expliquent pourquoi c'est la seule voie scientifique et que les autres sont dans l'obscurantisme. Vous avez les partisans du maintien des pesticides et de leur rôle important qui disent pourquoi eux sont dans la raison, dans le scientifique objectif et pourquoi les autres sont dans l'obscurantiste. Et tous le font en citant des experts, des études et tout ce que vous voulez. La réalité, c'est que chaque problème de société est tellement complexe qui fait intervenir tellement d'éclairage que vous avez toujours études et contre-études par dizaines qui vont aller dans tel ou tel sens et que vous pouvez angler, instrumentaliser, éditer pour les faire aller dans le sens que vous voulez. Ça, vous le rencontrez sans arrêt sur tout débat important. Et donc, la question n'est pas pour ou contre la science. La question est finalement comment arriver à faire la part des choses, arriver à recaser les études scientifiques les unes et les autres dans leur contexte, à faire la part des choses, repérer les études qui ont un point de vue, celles qui sont partiales, arriver aussi à articuler les études scientifiques plus ou moins objectives et autant que possible plus objectives avec les valeurs, les choix qui relèvent des politiques, qui relèvent de la façon de voir les choses, qui relèvent pour certaines des valeurs politiques tout simplement, avec un politique qui est décisionnaire et un scientifique qui est là pour éclairer. Éclairage par les sciences de la démocratie, c'est mon leitmotiv. Et c'est de la même façon que la démocratie, avant l'exercice du vote, c'est avant tout la façon de mettre en scène dans le débat les points de vue contradictoires de façon sincère. Les sciences éclairant la démocratie, c'est la façon d'éditer les sciences sans les trahir, de les mettre en scène, de les articuler, de les mettre dans un tout cohérent au service et en accompagnement d'un projet politique. Voilà. J'en dis pas plus pour ce propos liminaire et en avant pour la suite de l'échange, mes chers amis. C'est comment justement, est-ce qu'il n'est pas, cette opposition, comment dire, polémique justement entre ceux qui détiendraient la vérité et les obscurantistes, n'est-elle pas une source de ce fameux complotisme qu'on voit fleurir de ci, de là depuis quelques mois, on va dire, de manière assez violente dans les univers occidentaux, on va dire, au moins. Le complotisme s'est développé de façon très forte depuis un bon moment et je dirais, souvenez-vous, par exemple, quand il y a eu les attentats de 2001, le World Trade Center, souvenez-vous toutes les théories qui étaient surgies à l'époque. Souvenez-vous, il y a pas si longtemps, de ces débats, est-ce que les Américains sont vraiment allés sur la Lune ou pas? Souvenez-vous de tout ce qu'on a pu avoir comme théorie du complot. Le complotisme n'est pas une invention du XXIe siècle, bien sûr, on l'a depuis des siècles aussi. Ce qui est nouveau, c'est les moyens par lesquels il se développe et la façon dont la technologie, en particulier les technologies de connexion, ont joué un rôle ces dernières années considérable pour développer, fragmenter, mettre en place ces fameuses bulles de communication qui facilitent par le choix algorithmique, par les sphères de propagation rapide de l'information qui facilitent leur développement et la façon dont elles prospèrent. Et le monde dans lequel on vit est un monde de communication instantanée et aussi de communication, connexion universelle, dans lequel la grande fragmentation des sources d'information a servi aussi le complotisme. Vous avez les partisans de la Terre plate ont repris des couleurs et vous trouvez sur les réseaux sociaux quantité de vidéos vous expliquant, preuves à l'appui, que la Terre est plate. Vous avez des congrès virtuels correspondant à ça et ainsi de suite sur chaque sujet. Et il y a un terreau très propice. Alors maintenant,
la crise actuelle, la crise du Covid, a apporté une insistance encore plus extraordinairement forte sur les questions de réseau, d'information, et ça a été un terreau formidable pour les théories du complot. Et puis en plus, la mise en scène du débat scientifique de façon qui était pas du tout attendue par la sphère publique, la façon dont les médias ont édité ce débat en polémique, tout ça a contribué aussi à enflammer les choses encore plus. Il y a des analyses assez fortes de sociologues sur ces questions de théorie du complot. Pour citer juste un exemple, l'ouvrage de Gérald Bronner, tout récent, Apocalypse cognitive, qui, en long et en large, développe ces questions et montre par exemple comment, un des phénomènes parmi beaucoup, sur une fausse nouvelle venant avec une part de dénonciation violente, de colère, se propage sur les réseaux sociaux bien plus vite et avec bien plus d'impact qu'une nouvelle nuancée. Il y a là derrière des ressorts fondamentaux de la psychologie humaine, inscrits dans notre biologie, sur lesquels nous sommes plus attentifs, plus sensibles spontanément à la colère comme émotion et à tout de suite à passer dans des états extrêmement réceptifs. On sait combien les médias utilisent colère, violence pour propager, pour faire la une, pour vendre davantage. When it bleeds, it leads, comme dit l'un des adages dans le métier. Et c'est pareil dans le monde des idées. Les réseaux sociaux sont développés pour ça. C'est pas qu'il y ait c'est pas le réseau en soi qui soit. Au départ, le réseau en soi n'était pas asymétrique. Il y avait nos propres phénomènes cognitifs. Alors ensuite, ça a été amplifié, bien sûr, par la façon dont l'information était gérée par les réseaux sociaux, les algorithmes qui visent à développer telle ou telle chose, à marquer le plus d'impact, à prendre le plus de temps de cerveau, et une technologie qui a été développée pour être le plus invasif possible au sens de nos capacités cognitives. On dit souvent que la technologie est neutre, c'est vrai jusqu'à un certain point. Dans le cas des réseaux sociaux, ils ont été optimisés pour avoir le plus d'impact et pour venir s'imposer à nous de la façon la plus forte. Ça se voit aussi, là, il y a des études et documentaires marquants par rapport à ça. Alors, on revient sur la science et la méthode scientifique. Une question de Jean-François David. Comment est-il possible de faire coexister les rêveries créatives, l'esprit de système structurel et indispensable à la recherche en mathématiques, avec la complexité dure du réel, difficile voire impossible à modéliser? Le mode de pensée mathématique est-il compatible avec le mode de pensée politique? Dans le mode de pensée mathématique, évidemment, on a besoin de rêveries créatrices, oui. Il y a aussi beaucoup d'observations du réel, et certains des plus grands mathématiciens qui soient ont été extrêmement forts pour combiner cette observation du réel et cette recherche mathématique. Allez, prenons parmi les plus grands de tous les temps, prenons Carl Friedrich Gauss ou Henri Poincaré ou Alan Turing. Ce sont 3 siècles différents, mais 3 mathématiciens qui ont changé l'histoire et qui étaient extraordinairement forts dans des questions très réelles et dans des questions très, très théoriques aussi. Dans le cas de Turing, il commence sa carrière de façon très théorique sur les questions de logique. Il continue sur des questions extrêmement appliquées avec le projet de bombe, de décryptage des communications secrètes des réseaux nazis dans la Seconde Guerre mondiale. Et puis il termine avec l'invention de l'informatique. Dans le cas de Poincaré, on a quelqu'un qui était autant mathématicien que physicien et qui enseignait toute la physique de son époque. Donc on avait là, et d'ailleurs les 3 aussi étaient notoirement distraits dans la vie de tous les jours et parfois se coupant du reste du monde. Il n'en reste pas moins qu'ils étaient des extraordinaires observateurs du monde et de la réalité physique. Et dans le cas de Turing, un pionnier de la morphogénèse, le tout premier peut-être, donc des contributions en biologie théorique qui sont phénoménales. Je dirais la différence, c'est que dans le cas en première approximation, dans le cas scientifique, le réel vient en premier et motive le développement théorique. On abstrait ce qui se passe du réel pour obtenir des lois.
Tandis que dans le monde politique, c'est plutôt l'inverse. On part avec des principes et il faut les appliquer sur le réel, et c'est quelque chose qui tranche l'échéance du réel, le fait qu'il faille en temps et en heure trouver la solution, et la dure réalité qui va s'imposer à vous. Il y a d'autres différences majeures, bien sûr, dans le monde politique. Le fait de devoir tenir compte de façon extrêmement forte de l'irrationalité qui est propre à une partie de la réalité, en particulier de la réalité des sociétés. Mais pour moi, la différence la plus forte est moins dans ces allers-retours que dans la temporalité que j'évoquais tout à l'heure. Alors, temporalité est aussi question d'Alain Granger-Cabane. Hein. La méthode même de la science, c'est-à-dire la science s'appuie fondamentalement sur le doute, hein, la politique sur l'affirmation. N'y a-t-il pas une cause de conflit entre les deux? Il y a une question ouverte sur laquelle le débat n'est pas tranché. Oui, la politique demande une affirmation, des affirmations fortes. Il n'empêche, on entend de plus en plus de voix pour dire qu'on aimerait bien savoir juste que les politiques puissent admettre quand ils sont hésitants ou quand ils ne maîtrisent pas tous les paramètres. Et qu'on va voir. L'exemple actuel est un cas très intéressant. Je veux dire, on a un conseil scientifique qui a fait des préconisations fortes de croissance de la pandémie, proposer des mesures fortes de type confinement. Un pouvoir exécutif qui a dit non, même malgré toutes ces prédictions, je préfère que nous continuions à rester dans un régime plus fluide, et qui est légitime à dire ça. Je veux dire, le politique n'est pas obligé de suivre la préconisation politique, il doit s'appuyer dessus pour donner sa décision. Mais en même temps, un politique qui doit bien reconnaître qu'il ne sait pas comment la situation va évoluer, et qui doit reconnaître cette part d'incertitude. Au terme des sciences politiques, on va dire, le débat reste posé. Est-ce qu'un politique qui ne sait pas doit admettre qu'il ne sait pas, ou choisir une position et se la tenir en affirmant de façon très forte? La réponse traditionnelle, c'est vrai, c'est le politique qui va affirmer de façon très forte, même quand il n'a pas tous les éléments. Et que vous verrez d'ailleurs, 3 mois plus tard, affirmer de façon très forte une position complètement différente. Ça, on l'a tous vu, je l'ai vu dans ma carrière parfois de près. J'ai vu ce que j'ai pu voir aussi, y compris en campagne, c'est l'exemple du politique qui, sans s'appuyer sur rien, aucun fond, aucun programme, affirme de façon extrêmement forte, prend une position et par simplement son talent oratoire, arrive à convaincre sans qu'il y ait le moindre élément solide derrière. Il y a quelques temps, le débat était ouvert aussi par rapport à l'attitude du scientifique dans un problème politique. C'était le cas d'Alain Fischer. Vous vous souvenez, Alain Fischer, nommé président de ce qu'on appelait le comité vaccin, ou Monsieur Vaccin, avec une feuille de route assez particulière, bien circonscrite. On lui demandait de s'occuper de communication, de s'occuper de des questions de la confiance, du rapport des citoyens à la vaccination en particulier, et de superviser les aspects scientifiques. Et quand, face à un commentateur, face à un journaliste qui lui a demandé des questions logistiques, il a répondu « la logistique, ce n'est pas mon rayon », Alain Fischer, il s'est retrouvé pris sous un déluge de critiques de plein de commentateurs, y compris de distingués économistes, qui ont dit, mais pour les uns, mais quel scandale d'avoir mis à la tête du comité vaccin quelqu'un qui ne connaît pas la logistique, alors que ce n'était pas son rôle, et bien sûr, il y en avait d'autres qui s'occupaient de logistique, lui, il n'avait juste pas été mis pour là, et donc c'était légitime. Et d'autres qui ont dit, mais comment voulez-vous donner confiance avec quelqu'un qui répond qu'il ne sait pas sur cette question et sur d'autres, là où, au contraire, les sociologues nous disent bien souvent la transparence est capitale pour créer la confiance. Et un scientifique est dans son rôle quand on lui pose une question à laquelle il ne sait pas répondre et qu'il répond juste « je ne sais pas ». On l'a vu dans le cas, même s'il était dans son rôle, Alain Fischer, parfaitement et selon sa partition, et assez bon pour se démêler de sa mission délicate, il a été très sévèrement critiqué pour ce qui apparaissait comme une hésitation insupportable. Allez, une question pour changer un petit peu et mettre de l'ambiance. Hein. Merci Bernard de l'avoir posé, Bernard Bougel. Que pensez-vous de l'affirmation de Chevènement, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne? Autrement dit, jusqu'à quel point un scientifique doit-il avaler son chapeau quand il fait de la politique?
Euh, il y a une grande nuance entre différents postes politiques et il est vrai qu'il y a qu'on attend d'un exécutif au gouvernement une très grande fidélité dans la solidarité. L'adage de Chevènement a été mis en œuvre un certain nombre de fois, a commencé sous le quinquennat de Hollande, je vous le rappelle, par ma collègue Delphine Batteau, qui à l'époque était ministre de l'Environnement, qui a ouvert la gueule pour dire que le budget n'était pas bon et qui a été débarqué. Et on est là sur des exemples qui montrent que le gouvernement est extrêmement tenu. Alors en Ve République, on sait que le Parlement est traditionnellement sous influence et qu'il est dominé au moins psychologiquement par le gouvernement et que la majorité parlementaire va très, très rarement à rebours du gouvernement. Mais il y a aussi une pression psychologique très forte qui s'exerce sur les différents ministres pour être solidaires, y compris de décisions qui les approuvent personnellement. Certains anciens ministres avec qui j'en ai discuté m'ont dit sans embâche qu'ils considéraient cette servitude de ministre bien plus forte que celle qu'ils ont pu vivre selon d'autres fonctions politiques. C'est pas toujours aussi fort. D'ailleurs, on a vu tout récemment sur un sujet dérisoire, il est vrai, qui est la question des menus des cantines lyonnaises. On a vu le gouvernement se déchirer et des ministres s'exprimer selon différentes lignes. Et le Premier ministre temporisait avant de rappeler les uns et les autres à l'ordre. Mais c'est un exemple dans lequel la règle n'a pas spécialement été suivie. Mais la règle de Chevènement, elle traduit pas spécialement une question du scientifique en politique, elle traduit les rapports, elle traduit ce qui s'exerce sur le gouvernement par rapport, disons, au président de la République ou au couple président de la République, Premier ministre. Alors, on va revenir un peu à la science. Andriy Portneuf dit « Cédric, vous insistez avec raison sur la complexité des problèmes. Ne doit-on pas réformer l'école pour qu'elle enseigne la pensée complexe, l'interdisciplinarité et la tolérance envers des connaissances toujours imparfaites ?» La réponse est oui, il faut enseigner et habituer à tolérance, réponse imparfaite, choc des arguments, choc des cultures, bref, démocratie, pris au sens, comme je le disais, de confrontation des idées. Oui, il faut enseigner ça. Il y a débat maintenant pour savoir quelle est la meilleure méthode pour l'enseigner. Et c'est certainement des débats aussi qui dépendent des individus. Vous avez ceux ou celles qui sont partisans de mettre dès le début les jeunes dans un environnement complexe pour qu'ils s'habituent à la complexité, et ceux au contraire qui vous diront qu'il faut s'habituer d'abord à une grande stabilité pour être sûr de ses acquis avant de les confronter à la complexité. Même pour la méthode de lecture, on a les partisans de l'un ou de l'autre. Vous avez d'un côté les méthodes qui disent dès le début, il faut habituer les enfants à lire sur plein de supports, avec des bandes dessinées, avec des slogans, avec ceci, cela. Et vous avez d'autre part d'autres qui vont vous dire non, il faut commencer avec du très très simple et puis commencer par du syllabique, intérioriser, mettre tout le plus possible en réflexe. Et c'est ensuite seulement qu'on arrivera à faire le complexe. Vous avez le débat aussi dans l'apprentissage de la musique. Est-ce qu'on commence par ces années de gamme avant de se lancer dans le complexe créatif? On peut se souvenir que Mozart et Beethoven ont été d'abord conditionnés et entraînés à une technique phénoménale qu'on aurait pu penser être celle d'un robot avant de développer leur créativité. Le débat reste ouvert et je dirais en matière d'éducation, c'est ce qui marche qui fait foi. Il faut des choses qui semblent intuitives ne sont pas forcément traduites sur le terrain. Pour un mot encore un commentaire sur cette question d'apprentissage et d'ouverture sur le complexe, oui. Ce que je retire aussi de ces années parlementaires, c'est à quel point, quand vous avez un problème à aborder, c'est important de l'aborder en dialectique, en laissant les points de vue contraires s'exprimer, et que même quand on décide d'aller résolument dans une direction, la voie contradictoire
aide à encadrer cette direction ou au contraire, parfois, à se convaincre d'autant plus qu'on est dans la bonne direction. Une décision prise avec une instruction seulement à charge dans un sens est très suspecte. Important qu'on ait tous les aspects du contradictoire. Et de ce point de vue-là, je suis un fervent partisan du débat parlementaire, alors qui est confus, certes, qui est parfois long, qui est parfois insupportable, mais qui permet d'aborder, y compris avec beaucoup de répétitions, toutes les facettes d'un problème. Si vous avez un angle mort quelque part ou un point faible dans une argumentation, soyez certain que parmi les centaines de députés et toutes les sensibilités politiques, il y a quelqu'un quelque part qui va repérer cet angle mort et qui va appuyer là où ça fait mal de façon très douloureuse et très violente. Le débat parlementaire contradictoire, quand il est bien fait, quand on en tire les conclusions, permet de renforcer la décision. Alors, le dialogue renforce la décision, d'accord, mais ce descriptif de l'univers politique finalement combatif, agressif, peu ouvert à l'intelligence collective, comment faire? Est-ce utopie de penser qu'on puisse insuffler un peu de l'esprit et de l'ambiance scientifique, hein, qui, elle, est justement feutrée, polie, respectueuse dans cet univers-là? Et une question de participant qui correspond un peu à cette question-là serait... est-ce que vous avez des combats personnels, c'est François Dupont, amiral, pour faire progresser le dialogue entre scientifiques et politiques, hein. Donc, changer la politique et son mode de dialogue, et puis faire progresser le dialogue entre les deux univers. Alors, ma première remarque, c'est que le débat scientifique est feutré dans la forme, il est parfois très violent sur le fond. Et il y a dans l'histoire des sciences de nombreuses traces de lutte d'idées homériques dans certains scientifiques qui ont laissé leur santé, sont retrouvés face à la dépression nerveuse à la suite de leur perte dans le combat des idées, tout ce que vous voulez. Le combat peut être extrêmement violent sur le fond. Et si le débat scientifique, si le débat politique est violent sur la forme aussi, je dirais qu'il est aussi un reflet de notre société violente. Le débat politique va refléter le débat médiatique qui lui-même est extrêmement violent, le débat dans la société qui lui-même est extrêmement violent par rapport aux questions politiques. On peut être violent et respectueux si on veut. C'est tant qu'on prend tant que l'adversaire est pris au sérieux, tant que la contradiction est prise au sérieux. Et je pense, pour moi, le plus important n'est pas tellement la question de la forme que celle de la prise en compte sincère des oppositions, des argumentaires et de ce que j'expliquais, ce que j'évoquais comme le cœur de la démocratie. Qu'une décision explique aussi ce qu'elle fait de l'argument adverse ou comment elle y répond. Je vais prendre un autre exemple. Où j'étais très investi, c'était sur la défense de l'instruction en famille. Je faisais partie de ceux dans le débat sur le projet de loi séparatisme ou projet de loi renforçant les principes républicains. Je faisais partie de ceux qui étaient absolument contre la restriction de liberté relative à l'instruction en famille et le fait que la notion de projet parental d'instruction des enfants ne soit plus pris en compte par la loi comme étant un motif valide d'instruction au sein de la famille. Bon. Et dans le débat, on a vu les différents bords politiques argumentés. À gauche, on dit ceci, à droite, ils ont dit ceci. Et la ligne de la REM, de la République en marche, n'était pas tellement de répondre sur le fond, mais de se cramponner au diagnostic initial dont on avait vu les insuffisances et d'accuser les adversaires de manœuvres politicardes. Pour moi, c'est bien plus grave d'accuser justement l'adversaire de manœuvres politiques et de ne pas prendre la peine de répondre au fond que justement c'est bien plus grave que la pratique normale consiste à venir répondre sur le fond de l'argumentation et des idées. Et si l'échange est violent, tant qu'il va sur le fond, moi, ça me va. Alors, il y avait une autre partie de la question. Ah oui, qu'est-ce que j'ai comme proposition pour améliorer les choses? Alors, d'abord, je suis en charge de l'Office parlementaire scientifique.
J'ai été d'abord élu, j'ai été président éphémère en début de mandat, puis je suis devenu premier vice-président parce que la présidence passait de l'Assemblée nationale au Sénat. Hein, l'office est un office bicaméral, 18 députés, 18 sénateurs et sénatrices. Et donc, c'est Gérard Longuet qui a pris la présidence. Le mandat est revenu à l'Assemblée en octobre dernier et j'ai été réélu président, cette fois sans étiquette et de façon collégiale par l'Assemblée, par le Sénat. C'est une grosse responsabilité qui m'est confiée. Je l'ai prise avec d'autant plus de fierté qu'elle n'était pas attachée à une couleur politique, puisqu'entre-temps, j'avais quitté la majorité. Et avec cette fonction de présidence, je suis très attaché de faire progresser l'Office. Davantage de rapports qui vont autant que possible sur des sujets de société et sur des grands enjeux actuels. Une temporalité aussi courte que possible pour venir s'adapter au rythme du débat politique en renfort des grandes thématiques. C'est nous qui avons été en charge et qui sommes toujours en charge de l'évaluation de la stratégie vaccinale du gouvernement. C'est une mission que nous a confiée Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Mais aussi parmi les thèmes que nous avons abordés récemment, avec des rapporteurs très motivés, il y a la question de la pollution plastique, avec un rapport qui est extrêmement fouillé, de loin le rapport le plus fouillé en la matière en France sur le sujet. Tout récemment, une audition sur un sujet plus original qu'on pourrait sous-estimer, qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est celui de l'impact des ondes électromagnétiques, impact indirect en l'occurrence sur les animaux d'élevage. Nous avons dans quelques jours une audition, une remise de rapport importante sur l'intégrité scientifique. Dans le débat actuel, vous imaginez à quel point ça peut être plein de tensions et d'importance. Et donc, à travers ce développement de l'Office parlementaire scientifique, je tâche de renforcer ce dialogue. Par exemple, c'est moi qui ai demandé à ce que l'Office recrute des scientifiques à temps plein pour étayer et faire de la veille. Et c'est ce qu'on a fait. On a recruté 3, il nous en faut davantage. Si on n'avait pas fait ça, on n'aurait pas pu passer le cap de la pandémie tout en maintenant notre activité. Ce travail qu'on est en train de faire au niveau parlementaire, il faudra le faire au niveau gouvernemental. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a eu multiplication des nouveaux conseils dans le cadre de la pandémie. Le conseil scientifique, le CAR, le conseil citoyen pour la vaccination, le comité vaccin, le conseil vaccin d'Alain Fischer, ça en fait déjà 5. Pour un sujet qui est la pandémie, dans le même temps, le conseil stratégique de la recherche n'était juste pas réuni sur le sujet, alors qu'il est censé être l'organe qui conseille le gouvernement. Vous voyez là-dessus qu'il y a ces déficits et cette offre extrêmement brouillée, et il faudra un jour faire ce travail aussi pour le gouvernement, qui ne repose pas tellement sur les ressorts législatifs, parce qu'ils ont déjà été explorés, réexplorés, mais sur la mise en œuvre pratique et sur l'acquisition de réflexes. Ça devra se faire un jour, peut-être au niveau du ministère de la Recherche, de la même façon qu'à la Commission européenne. Quand le conseil scientifique de la Commission européenne a pu avancer, c'est quand le commissaire en charge de la recherche, Carlos Moedas, a pris à bras-le-corps cette mission de construire un conseil scientifique efficace au service de la Commission européenne. Donc c'est dans cette action et cette mise en place des réflexes et des habitudes, de la culture, que se situent les grands enjeux. Alors, pour nous reposer un peu, on va changer de sujet. Pas vraiment, mais on a plusieurs questions qui tournent autour de l'intelligence artificielle et son utilisation par le politique. Donc, je prends un peu dans l'ordre. La plus générale de Jean-François Soupizet, qui cite Pascal Boniface, qui vient d'écrire Géopolitique de l'intelligence artificielle, et qui pose la question de la place de l'IA dans le débat politique français. Croyez-vous que cela soit possible à l'occasion des prochaines élections électorales ? Deuxième sous-question sur l'IA, je dirais, c'est l'IA pourrait-elle, ça c'est Jean-Michel Goyard qui la pose, l'IA pourrait-elle aider les politiques à mieux comprendre, voire prédire les aspirations des gens, sous réserve évidemment d'algorithmes et de sources de données éthiques. Et enfin, quelques questions de Rémi Rivol, finalement, sur des sujets comme la pauvreté, comme le suicide, comme l'IA pourrait-elle aider le politique à prendre des décisions équilibrées, pesées, prenant en compte tous les aspects de la réalité sociologique, économique, etc. Bon courage. Oui, on pourrait faire ça en plusieurs heures. Ouais. D'abord, le gouvernement actuel
a fait beaucoup pour l'IA. Alors, on pourrait dire qu'il aurait pu en faire beaucoup plus. Il y a un verre moitié plein, moitié vide, mais qui déjà est bien, bien plus rempli que le gouvernement précédent, bien sûr, sous la mandature de François Hollande. Ça avait été la première fois que même dans le débat public, l'intelligence artificielle était venue s'inscrire dans le débat. Euh, le, le, le plan intelligence artificielle qui est issu du rapport que j'ai remis au Premier ministre et au Président est un plan qui reste toujours sur la table. Partie a été faite et plutôt bien faite. Une partie reste à faire, et une partie patine, une partie est un peu plus confuse. Bien sûr que les gouvernements à venir retrouveront encore et encore cet enjeu. Et le débat, il viendra en 2022, c'est évident. Comme dans tous les pays, l'intelligence artificielle, la différence majeure entre ce que c'était dans les années 80-90, c'est qu'à l'époque, c'était juste des questions de quelques spécialistes, de quelques experts, et maintenant, c'est l'affaire de tout le monde. C'est dans le débat public, c'est pour l'ensemble des politiques. Et donc, le sujet est devenu un sujet hautement sociétal et politique, ça c'est un fait. Il vient se combiner avec le sujet de la souveraineté européenne, il vient se combiner avec le sujet de la souveraineté sur les données, avec les sujets de cybersécurité, les sujets de notre rapport au numérique, la transition numérique en général. Il vient se combiner avec le sujet de l'emploi, dans le contexte où on se demande et où on ne sait pas si l'IA elle va venir ou pas rogner encore sur les emplois et ainsi de suite. Il est parti pour rester dans le débat. Quel impact ça peut faire pour le politique? Est-ce que l'IA peut aider au politique, aider à prévoir, aider dans l'analyse humaine et sociale? La réponse est oui. Dans quelle ampleur? Il est bien trop tôt pour le dire. Avant qu'on ait des aides à la décision pour le politique qui soient efficaces et basées sur l'IA, il va certainement s'écouler encore longtemps. Pour l'instant, l'IA est efficace sur des tâches précises, sur de l'affaire de spécialistes. Quand il s'agit de démêler, d'accomplir des tâches assez spécialisées, en particulier dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'analyse de situation, de l'analyse d'images, c'est encore balbutiant pour la question des prises de décision. Finalement, on a réussi à faire assez court. Autre question intéressante, qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure un peu sur peut-être l'utopie d'instaurer une autre forme de dialogue en politique en s'inspirant plus du monde scientifique. Question de Sean Lafleur. Quelle place pour la science dans l'exploration de la qualité du dialogue humain, par exemple, permettant à la fois affirmation et questionnement empathique, convergence, divergence dans le respect et la prise en compte des biais cognitifs et le rôle des technologies de communication sur le fond des échanges? Pour l'instant, les technologies de communication ont été efficaces pour enflammer le débat, mettre les gens les uns contre les autres et exacerber avec la colère venant toujours en premier lieu. Chaque fois que j'évoque ce sujet, je repense à mes toutes premières expériences de connexion et de réseaux sociaux. C'était dans les années 90, à l'époque où j'étais étudiant à l'école normale supérieure et où on avait des forums internes de discussion qui à l'époque étaient balbutiants et des chats et tout ça. Et où invariablement les sujets finissaient en débats polémiques, en insultes et des choses absolument abominables. Je me souviens que certains y voyaient une influence quasiment démoniaque, maléfique de ces réseaux. Ça, c'était dans les années 90. 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, les choses n'ont fait que se généraliser à l'ensemble de la planète. Et la forme humaine présence reste beaucoup mieux adaptée à la prise en compte de l'autre. Je dirais peut-être même quelque chose de biologique là derrière. Évidemment, on s'achemine vers un monde
où tout cela est mélangé. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où on passe beaucoup trop de temps en ligne et en virtuel. Et j'espère qu'on viendra vers un dosage dans lequel la majorité de nos exemples, de nos échanges sont en présence et où le virtuel vient en complément, vient pour réaliser des connexions qui seraient plus difficiles à faire et ainsi de suite. Après, il y a des techniques aussi à prendre, des règles à prendre, des règles de préséance. L'humanité est très jeune par rapport au... En tout cas, l'interaction de l'humanité avec les réseaux sociaux est encore très jeune. Nous sommes encore loin du stade mûr d'utilisation des réseaux sociaux. Alors, au-delà des réseaux sociaux, pour approfondir cette question de dialogue, hein, Gilles Poirieux pose une question. Prendre la contradiction, l'argumentation au sérieux, oui, mais comment le faire au sein d'un parti politique? Les marcheurs canal historique de la Grande Marche, hein, sans ambition de pouvoir ou de poste, ont déserté car pas écoutés. Quelle forme d'intelligence collective ou de démocratie participative aimeriez-vous voir se mettre en place pour enrichir le débat au sein d'un parti, qu'il soit ou pas au pouvoir? Vaste question. Je ne vais surtout pas m'ériger en donneur de leçons, car j'ai pu voir aussi dans une certaine campagne municipale à quel point c'est extraordinairement difficile de faire vivre la démocratie, les idées, la relation horizontale. Dans un parti, il y a toujours une certaine dose de verticalité et de dureté dans les décisions. C'est constitutif, c'est obligatoire, des arbitrages qui doivent venir avec de l'efficacité. L'important est de voir quel est le bon dosage entre verticalité et horizontalité. Peut-être dans En Marche historique, si on veut, le problème, mais ça pour le coup, un des membres du gouvernement me l'avait dit explicitement, l'horizontalité a été théorisée en même temps que la verticalité était mise en place. À la fin, il y avait une dissonance cognitive qui a fini par exploser, je crois. Et je pense qu'il faut admettre et reconnaître qu'il y a une part des deux qu'il faut trouver et trouver comment les faire vivre. Cela ne peut se faire que si derrière la répartition des rôles, il y a des rendez-vous réguliers de construction et d'affinement de doctrine et une base, un socle commun. Aujourd'hui, quand je vois les marcheurs à l'Assemblée, je suis incapable de savoir quelle est la doctrine et je vois que sur n'importe quel sujet, il y a tout le spectre des opinions et des positions qui est représenté au sein même de En Marche. Je dirais, sans quelle que soit l'aventure politique dans laquelle on se lance, dans laquelle je me lance, dans laquelle vous vous lancerez, il faut clarifier la question idéologique, dans le bon sens du terme, avant de se lancer dans la question dans la question de l'action politique de parti, je pense. Alors, il y a pas mal de questions qui fusent dans tous les sens, à des endroits pas prévus pour ou prévus. J'essaie de les prendre dans l'ordre. Une question générale aussi qui me semble intéressante d'Olivier Artigue. Y a-t-il un progrès politique comme il y a un progrès scientifique? Ou y a-t-il possibilité d'y avoir progrès politique? Possibilité, oui. Maintenant, globalement, à travers le monde, ce qu'on observe, c'est un recul en ce moment, au sens où il y a recul de la démocratie, recul des droits humains, recul de la liberté d'expression ou du débat argumenté. Dans certains pays, la polémique permanente, dans d'autres, l'emprisonnement des journalistes. Aujourd'hui, globalement, dans le monde, on est incontestablement dans une période de recul. Et progrès en sens institutionnel, il va falloir aller le chercher et ça ne va pas se faire spontanément. Je fais aussi partie de ceux qui pensent que nos institutions ont montré leurs limites, que la Ve République, avec sa façon de tout concentrer sur un président clé,
et dans l'état actuel des choses, de réduire le Parlement à un rôle tout à fait subalterne, a montré ses limites et qui a besoin de la changer de façon assez profonde. Et dans quel sens? Alors là, on serait dans une grande discussion, mais mais comme vous l'avez compris aussi dans certaines de mes réponses, je suis un parlementaire et parlementariste dans l'esprit, persuadé que le Parlement doit récupérer un pouvoir bien plus important et, euh, et un fervent, je crois aussi fermement, au pouvoir des coalitions de partis qui ne sont pas du tout dans la tradition française, mais il faut bien voir que nous sommes parmi les derniers en Occident à ne pas nous lancer dans ce type de coalition. Il y a la France, il y a la Grande-Bretagne et les États-Unis, ce sont les trois grandes exceptions à un régime de coalition qui, dans la plupart des démocraties occidentales, comme on dit, est la règle. Et, et donc, François Dupont demande, mais comment récupérer ce pouvoir du Parlement? Ah, mais ça, c'est toute une affaire et ça demande un changement dans les institutions, ça demande un changement même dans la façon dont les choses sont travaillées. Faire une partie du chemin dans l'autre sens quand on est passé de la 4e à la 5e République. Euh, Si vous regardez tous les débats sur le passage de la 4e à la 5e, précisément, ils étaient là sur le fait que le Parlement allait être vidé de son sens, qu'on concentrait sur un homme et pas sur des idées, et ainsi de suite. Ce n'est pas une mince affaire. Euh, Comment ça va se faire en pratique, je ne saurais pas vous donner de bonnes prédictions. Alors, On a d'abord, avant de pouvoir installer ces questions de long terme, on a les échéances de court terme qui arrivent. En particulier, le court terme, c'est les élections de 2022. Bien malin qui peut dire sur quoi le débat va se centrer et le débat institutionnel qui va venir avec. Au plan pratique, je suis aussi dans les modalités favorables à une proportionnelle, à une dose forte de proportionnelle, voire à un système à l'allemande qui est un mixte entre élection des parlementaires au scrutin majoritaire et élection au scrutin proportionnel et qui se fait land par land. Et je pense pour des questions de fond, c'est aussi une représentation démocratique plus naturelle et plus juste. Alors évidemment, ça ne va pas sans inconvénient. Ça voudra dire une répartition des différents partis complètement différentes en hémicycle de ce que c'est aujourd'hui et, et un jeu politique qui sera également très différent de ce qu'il est dans la Ve République. Les prochaines années qui viennent, les années qui viennent de s'écouler ont été un grand moment de chamboulement politique. Les années qui viennent le seront aussi, j'en suis sûr. on parle beaucoup aujourd'hui de la distance entre le grand public et la politique. Il y en a une manifestement aussi entre le grand public et la science. Est-ce que science et politique ne partagent pas la même difficulté à mieux faire la pédagogie de ce qu'elles sont, de ce qu'ils sont, de la part des scientifiques eux-mêmes, donc des politiques, chacun sur leurs univers? Comment améliorer le dialogue avec les gens et la meilleure compréhension mutuelle et vers la société et de la société vers ces univers. Évidemment, il y a l'articulation science-société, l'articulation politique-société, et il y a le confluent des trois, si je puis dire. Aucune n'est simple. Mais j'ai pu expérimenter pendant des années la complexité science-société, la façon de le raconter encore et encore. On sait dans l'articulation science-société que sans aucun doute, il faut commencer par l'émotion, la proximité, la surprise avant d'aller sur la rationalité. Ça ne fait pas, ou comme je l'avais fait dans Théorème vivant, parler d'histoire, d'aventure. Tu disais, ça ressemble à un roman d'aventure. L'éditeur s'est même demandé s'il n'allait pas l'indiquer et le publiciser comme roman.
Et en politique, ça devrait aussi être la même chose. Maintenant, et cela sur n'importe quel enjeu, je veux dire sur un sujet, il y a un débat politique qui va venir avec une histoire, avec des, avec quelque chose qui parle aux uns et aux autres et qui ressort de la culture avant d'aller sur le terrain de la décision efficace. Sur les questions écologiques, le débat d'aujourd'hui est devenu enflammé, certes, mais aussi extrêmement technique. On parle de millions de tonnes de CO2, on parle d'économiser ceci ou cela. C'est un débat qui est en grande partie un débat d'ingénieurs. Tant que ça peut être reformulé en termes d'histoire et de projet de société, ça peut gagner beaucoup de choses. Sur un sujet sur lequel je suis l'un des députés les plus engagés, celui des animaux, il ne fait aucun doute que c'est un sujet qu'il faut commencer par aborder sous l'angle émotionnel, avant de l'aborder sous l'angle technique, statistique et tout ça, sous l'angle de celui qui dit qu'aujourd'hui, les 800 et quelques ou 900 millions d'animaux qui par an sont abattus en France dans l'élevage, la majorité d'entre eux a vécu en cage, l'immense majorité, la majorité n'a pas vu la lumière du jour avant de partir à l'abattoir. En tout cas, il y a des éléments très statistiques, les faits qui sont là derrière, qu'on peut développer, etc. Mais il faut commencer par la porter sous l'angle émotif et sensible pour qu'il résonne et qu'on voit comment le recadrer dans nos référentiels d'humains qui sont toujours à base d'histoire. Alors là, on parle du sensible, mais il y a aussi les intérêts économiques. Et Philippe Tixier souligne le poids souvent énorme des intérêts avoués ou non avouables, qui explique parfois l'opposition acharnée à la vérité scientifique. Comment conjurer l'effet souvent déplorable des intérêts particuliers sur les décisions politiques? Il faut préciser un petit peu quel genre d'effet. Les lobbies, j'imagine. Hein. Les lobbies de l'industrie. Oui, bien sûr qu'il y a toutes sortes d'influences et d'instrumentalisation et des forces extrêmement puissantes, souvent pour juste ne rien changer. Ça peut être en instillant le doute, ça peut être en invoquant la science aussi, ça peut être en suscitant des études scientifiques dans toutes sortes de domaines. Ça a été fait de façon remarquablement efficace par l'industrie du tabac à une époque, en noyant le poisson, si je puis dire, en imprimant dans l'esprit du décideur le fait qu'en l'occurrence que le cancer du poumon était un problème multifactoriel et pas seulement le tabac. Bref, il y a beaucoup de façons et certains, vous avez aussi sur ce genre de jeu des scientifiques de bonne foi et des bons scientifiques qui se font prendre au jeu et qui ne comprennent pas comment telle recherche va être utilisée, récupérée ou anglée d'une façon qui ira contre l'évolution. Oui, ça existe et c'est très efficace parfois. Et ça fait partie du jeu contre lequel il faut se battre. Ça ne sert à rien de pleurnicher, juste en être conscient et savoir le déjouer autant que possible, le reconnaître avant tout quand ça existe et quand c'est là. Il est normal qu'il y ait sur les sujets importants que tous les intérêts qui participent fassent de leur mieux pour appuyer, faire pression, y compris les collectifs citoyens, y compris les associations. Et ça fait partie des règles du jeu. Certains de mes collègues parlementaires se sont plaints largement dans la presse de ce qu'ils recevaient des milliers de messages, des milliers et des milliers de messages de citoyens leur demandant d'agir pour les animaux, de libérer les dauphins et ceci et cela. C'est la vie. Quand vous êtes en train de légiférer sur un sujet sensible, vous avez énormément de pression qui peut venir de tous les côtés. Et c'est le boulot du politique que d'arriver à les reconnaître et de juste en tenir compte. Est-ce que la science ne peut pas aider justement à faire le point d'équilibre, hein? La science, plutôt l'esprit qui vient avec la science, de prise en compte du pour, du contre, de la dialectique et de s'en sortir à partir d'une situation avec beaucoup d'effets et de tendances contradictoires. J'insiste, comme on sait bien, sur un sujet donné, sensible et compliqué, premièrement, vous allez avoir plein d'études scientifiques qui vont dans tous les sens, dont certaines seront contradictoires aussi.
selon l'habitude, le consensus, tout ce qui arrivera, vous aurez pas, enfin, les articles scientifiques n'iront pas tous dans la même direction. Et puis, vous avez le débat scientifique, c'est normal. Deuxièmement, en science, il y a les sciences humaines et sociales qui sont par nature plus difficiles à prédire et moins reproductibles. Elles jouent un rôle absolument majeur dans les grands enjeux aujourd'hui. Dans le Covid, les questions les plus difficiles, les plus intéressantes aussi, sont les questions qui ont trait aux sciences humaines et sociales, y compris aux sciences politiques. Vous avez des études passionnantes. Il y a une étude qui vient qui est en cours de rédaction, dont j'ai vu passer une version préliminaire. Rapport de l'université Harvard et Cornell sur la réponse du Covid, qui s'appelle Crisis Knowledge Politics, qui insiste sur le fait qu'en temps de Covid, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, les tendances politiques sont exacerbées et non pas diminuées au profit des tendances techniques, et c'est à travers le monde entier, et qui montre aussi comment plein de questions, plein de présupposés qu'on aurait pu avoir ont été battus en brèche par la crise du Covid et son examen. Et les questions les plus délicates, les plus intéressantes là-dedans, les plus gros enjeux, ils sont sur les sciences humaines et sociales. Donc ça, ce sont des facteurs qui font aussi que la réponse n'est pas du tout évidente et immédiate à travers les sciences. Il ne faut pas juste croire qu'en arrivant avec un esprit scientifique, on va se sortir de tous les pièges. Ça demande de l'entraînement, ça demande une prise en compte très large, ça demande d'un bon repérage des différentes galaxies, aussi des différents comités. Un point sur lequel je n'ai pas insisté, c'est la comitologie importante. Je parlais tout à l'heure de tous les comités scientifiques qui avaient fleuri pour le Covid, mais sur tout sujet, vous avez un ensemble de comités et d'actions scientifiques et de panels qui ont des rôles différents, et ou de panels qui sont des mélanges d'experts, de scientifiques et de politiques. Sur le climat, on peut citer le GIEC, bien sûr, qui est l'international, l'organe du consensus. On peut citer le Haut Conseil pour le climat, qui lui est national et qui lui cherche à mettre au défi le gouvernement, à le challenger sur tel ou tel sujet. On peut citer le CNTE, le Comité national de la transition environnementale, qui est plus large et qui est une sorte de CESE spécialisé sur les questions environnementales. On peut citer le CESE soi-même. On peut citer l'ADEME, qui est l'agence au service des uns et des autres pour faire des calculs, comme les bataillons d'ingénieurs. Il y aura certainement d'autres trucs il y aurait certainement d'autres trucs à citer. Bien sûr, il y a la Convention citoyenne qui, elle, est tirée au sort et est là pour représenter la société dans sa diversité de tendances a priori et pour travailler sur l'acceptabilité, donc qui est complémentaire avec le reste. Toutes ces institutions se reposent sur la science, donnent des avis, font des évaluations. Elles ont un rôle différent à jouer dans l'espace politique, dans l'espace sociétal. Et quand vous êtes scientifique, c'est aussi toute une gymnastique compliquée, une certaine expérience avant de comprendre et de bien voir quels sont les rapports des uns avec les autres, quel levier actionnable à quel moment. On constate aussi qu'il y a une certaine redondance et une complexité dans le système. Et cette discussion-là que je vous donne sur le climat, on peut la répéter sur tous les grands sujets. Oui, alors quand on imagine que le monde va se retrouver en pandémie permanente, hein, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de voir, d'esquisser quelques modes de fonctionnement plus vertueux ou pas, au contraire, hein, avec cette crise du coronavirus, dans le dialogue entre science et politique, hein? À coup sûr, les questions sont posées de façon énorme et disons, il y a tout un catalogue de pièges et de réussites et une expérience énorme qu'on va pouvoir tirer de cette pandémie. Et je dirais, après l'analyse, on pourra penser, revoir beaucoup de choses sur cette articulation de sciences politiques, y compris certaines idées reçues. Ça va être très considérable, juste considérable. Oui, est-ce que c'est déjà commencé? C'est la question, en fait. Ça a commencé, mais pour l'instant, on est encore dans l'urgence, on est encore dans la confusion. Il va falloir un peu de temps avant qu'on puisse faire la part des choses. Bon. Alors, une autre question sur le politique, l'influence de la politique sur la recherche, hein, avec cette affaire, merci Madame Vidal, déclenchée sur l'islamo-gauchisme à l'université. Question de Bernard Bougel. Est-ce que la recherche doit être bridée par le politique, hein?
non seulement la recherche d'être indépendante, mais c'est même inscrit dans la Constitution. La liberté des enseignants du supérieur, la liberté universitaire est garantie par la Constitution. C'est aussi une des raisons pour lesquelles la sortie de Frédéric Vidal était encore plus malvenue. Et euh, bien sûr, il y a des missions que il est légitime de confier au monde universitaire, des missions par rapport au lien avec la société, par rapport à la construction d'un monde plus juste ou ce que vous voulez, mais la liberté sur le thème abordé, n'est pas négociable. J'ai même eu affaire à voir avec ça quand je travaillais sur une proposition de loi avec Mathieu Orphelin et Delphine Bateau pour dire que la, toutes les formations universitaires devaient comporter une, une sensibilisation à l'environnement, sans préciser sous quelle forme ça devait avoir lieu et si ça devait être sous l'angle climatique ou sous l'angle biodiversité ou sous l'angle d'un entraînement ou d'un stage ou qui sait quoi. Rien qu'en précisant ça, même là-dessus, je me suis pris des commentaires sévères de la part de la conférence des présidents d'université sur le fait que le politique n'avait pas à imposer quoi que ce soit au monde universitaire. Je conteste le procès qui m'avait été fait à l'époque, mais c'est pour bien dire à quel point le sujet est sensible. Et ce qui est certain, c'est que la liberté de la matière enseignée est une protection fondamentale. Sinon, on court le risque de fil en aiguille de se retrouver avec des secteurs universitaires privilégiés par le pouvoir, avec des sujets qui sont montés en épingle, des dérives comme le lysenkoïsme en Russie qui a détruit l'ensemble de la recherche biologique sous l'époque communiste russe et toutes sortes de dévoiements. Marc Dumas repart sur un sujet qu'on a déjà un peu abordé, mais peut-être pas complètement, en évoquant le manque de culture et de connaissances scientifiques du citoyen qui obère l'analyse individuelle et le recul nécessaire pour appréhender toute information. Le mélange entre vérité et opinion, surtout à l'heure des réseaux sociaux, incompréhension entre science et recherche. Science, idée de vérité, recherche, idée du doute. Est-ce qu'on peut éventuellement développer un petit peu cette histoire de méconnaissance scientifique ou de mauvaise communication du scientifique vers le grand public? Le mot science est ambigu. Oui, c'est pour ça que… On peut le comprendre comme le savoir, hein, quelqu'un qui ramène sa science et qui parle de son savoir. On peut le comprendre au contraire comme une attitude au sens de recherche, comme une attitude en face du doute et en face de l'inconnu. Au plan sémantique, je vous rappelle d'ailleurs que au XIXe siècle, on ne parlait pas des chercheurs, mais des savants. Au XXe siècle, on s'est mis à parler des chercheurs. Et la nuance est considérable. Les savants, on insiste sur le fait qu'ils savent, qu'ils ont un savoir. Et pour les chercheurs, on insiste sur le fait qu'ils sont face à des problèmes et qu'ils cherchent des réponses. Et je fais partie de ceux qui voient, c'est toujours un mélange des deux, mais en priorité, un scientifique, c'est quelqu'un qui a appris des réflexes face à l'inconnu, avec une méthodologie, une façon d'aborder les débats face au doute. Et quand on parle de culture scientifique, ça aussi, d'abord pour moi c'est une partie de la culture, c'est aussi cette familiarité avec la culture du doute, du scepticisme a priori, de la façon de laisser les choses ouvertes jusqu'à ce qu'on ait suffisamment d'éléments en main pour pencher d'un côté ou de l'autre, et donc une familiarité avec certaines des grandes aventures, grandes découvertes, grandes polémiques du monde scientifique dans les siècles passés. Ça a été une partie de mon histoire et de ma communication en tant que médiateur. J'avais coutume de dire en tant que
dans ces questions que la bonne conférence, le bon exposé culture scientifique, c'est celui qui arrive à mélanger trois fils de discussion, le fil de l'aventure des idées, le fil de l'aventure des problèmes à résoudre, et le fil de l'aventure humaine, avec leurs contingences, leur personnalité, leurs émotions, etc., etc. Et c'est quand on arrive à faire les trois à la fois, les problèmes à résoudre, les idées en tant qu'idées, les humains avec toute leur humanité, justement, qu'on a une conférence réussie. Ça coïncide bien avec une question de Sean Lafleur. Quels sont les exemples de concertation politique complexes qui vous inspirent et que vous citeriez en exemple de signes de progrès? Ah. Merci, Sean. Ah, 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 ah. Il arrive qu'on ait des... il arrive qu'on se dise, il arrive qu'on se dise au terme d'un débat parlementaire, la décision ou l'action du gouvernement est pas bonne, mais le débat a été bon et on le voit on le voit comme un progrès. Je vais revenir sur l'exemple que je citais tout à l'heure de l'instruction en famille. On a ceux qui tenaient comme moi à barrer la route au gouvernement sur le sujet n'ont pas eu gain de cause, mais le débat parlementaire a été bon. Tous les arguments d'un côté et de l'autre ont été dits à un moment ou à un autre. Et même les associations qui soutenaient le truc nous ont dit on a eu un débat de bien meilleure qualité qu'il y a quelques années quand le sujet était venu. Et disons un débat qui peut faire référence, sur lequel on peut s'appuyer par la suite pour revoir le dossier, pour évaluer, pour construire là-dessus. À certains moments, quand on a pu aborder le débat sur la chasse, on a pu avoir des débats de bonne qualité au Parlement, en commission des affaires économiques en particulier, sur les questions liées à la chasse. Bien meilleure qualité que le débat de société en l'occurrence. Et donc, ça arrive, et j'ai pu le voir sur certains cas, et qu'on a des acteurs qui nous rencontrent et qui disent le débat a progressé. À suivre. Alors, on s'achemine vers la fin de cette réunion. Merci beaucoup, Cédric. J'ai une petite question que je gardais pour la fin, d'Alain Granger-Cabane. Être élu à l'Élysée pourrait-il être en politique ce que votre médaille Fields le fut en mathématiques? Être élu président de la République, en clair, est-ce que ce serait pas une bonne... Alors d'abord, je sors tout juste d'une campagne compliquée et douloureuse, passionnante et aussi, mais bien compliquée. Et vous me permettrez de prendre un peu de temps avant de repenser à des échéances, des élections et des mandats, quels qu'ils soient. Et ensuite, vous aurez compris aussi des remarques que je disais tout à l'heure, que je suis un partisan du renforcement du pouvoir parlementaire, du Parlement en général, par rapport au pouvoir présidentiel. Je pense qu'on ne peut pas comparer, ensuite, je pense qu'on ne peut pas comparer les élections aux récompenses scientifiques. Une élection, c'est une reconnaissance populaire dans laquelle toute la société participe. Une médaille, c'est une récompense qui est donnée juste par quelques experts. Ce n'est pas un processus démocratique, c'est plus un processus qui fait intervenir un petit nombre de spécialistes. Alors, le processus en mathématiques est plus démocratique que le prix Nobel. La médaille Fields, c'est une émanation de l'Union mathématique internationale. Elle est décernée au nom de toute la communauté mathématique internationale et pas d'une académie. Mais il n'empêche, ce sont quelques pairs qui vous jugent. Ce n'est pas du tout comme une élection démocratique. Et je vais plutôt dire que ce soit dans ma carrière scientifique ou dans ma carrière politique, j'ai toujours eu l'impression, mon devoir est de trouver comment être le fidèle serviteur des idées, que ce soit les idées mathématiques ou maintenant des idées politiques,
et j'aurai accompli ma mission quand j'aurai trouvé le moyen de mettre sur pied, trouver les bonnes structures, les bonnes façons de calibrer pour que les idées puissent être défendues bien au-delà d'un mandat. Voilà. Et donc, clairement, ça veut dire avis politique, parce qu'avant d'y arriver, il va falloir y consacrer une vie entière. Hein. Une vie entière, je ne sais pas. Souvent dans ma vie, je vois que tous les 10 ans, il y a un grand changement d'orientation, une grande évolution, pas vraiment un changement radical, mais une grande évolution. Mais en tout cas, dans une action en politique, c'est comme en science, il faut de longues années avant de marquer. Eh bien, merci beaucoup pour cette conclusion, Cédric. Hein. Et dans un cas comme dans l'autre, la parole joue un rôle majeur. Et c'est pour ça aussi que ces exercices comme ce débat sont tellement importants pour l'action sur la durée. Merci beaucoup. Enfin, je vais dire au revoir à tout le monde. Hein. Ceux qui veulent peuvent rester éventuellement pour échanger en format réunion. Je ne sais pas comment je vais faire pour mettre tout le monde en visuel. Cédric, on n'a pas forcément besoin de l'orateur, sauf il a un peu de temps à nous consacrer pour échanger de façon plus informelle. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup, Anne, pour ce moment d'échange et merci à tous et toutes pour la bonne qualité de questions, de débats et pour votre regard exigeant et bienveillant. C'était un bel exercice démocratique. Chers amis, je vous remercie et vous souhaite une superbe journée. Merci beaucoup, Cédric.